Si, bonjour à tout le monde. Bonjour à Moïse depuis le Japon. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans le cadre de cet atelier intelligibilité des données et particulièrement BI et Web sémantique. Donc, Moïse va parler de Big Data dans le cloud. En particulier traitement de données dans le cloud sous les exigences de coût et de performance. Voilà. Moïse a fait une thèse et un master à l'université Tsinghua University de Taïwan et il est actuellement manager du département des données de Treasure Data Inc. Voilà. Avant de rejoindre Treasure Data Inc., Moïse a successivement travaillé pour Tech en tant que stratégiste cloud, pour Rakuten en tant que senior data scientist et manager en charge des données clients de l'entreprise. Moïse aussi n'est pas un gars pratique, il est aussi du domaine de la recherche et ses recherches couvre un large éventail des sujets liés au système à grande échelle, y compris bien sûr le cloud computing, les data centers géographiquement distribués, les HPC et l'intelligence artificielle. En particulier, il s'intéresse actuellement à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour anticiper le comportement des clients. Moïse Kongorgo est membre de I3G ACM et est rapporteur dans un certain nombre journaux liés à I3G et ACM. Voilà. Comme on a déjà commencé avec un petit retard, je vais rapidement donner la parole à Moïse pour qu'il puisse nous présenter son travail. Donc Moïse, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, Dr. Molo, et bonjour à tout le monde. Vous me recevez? Oui, ça va. Ok. Je peux avoir les diapos? Oui, tu n'as pas ça? Tu vois pas? Ok, non, je vois juste le programme. Et Ouais. passer Voilà. le diapositive. Voilà. Merci beaucoup. Ok, donc voilà, bonjour à tout le monde encore. Et aujourd'hui, j'aimerais parler un peu du management des ressources cloud, surtout dans le contexte d'analyse des données Big Data. Next. Voilà, comme Dr. Malo a déjà fait la présentation, je préfère juste Donc, sauter juste cette te rappeler, étape. tu peux faire avancer par toi-même, hein, il y a les flèches en bas, hein, si tu veux. Ah, ok, Tu vois les ok, flèches merci. là? Ok, voilà. Ok, voilà, merci beaucoup alors. Ouais, ça peut aller. Donc voilà, je travaille actuellement pour Treasure Data et puis bien avant, j'ai travaillé pour Rakuten pour ce qui est du Japon. À Taïwan, j'ai travaillé pour Hokang et puis pour des startups, surtout dans le domaine du cloud et de l'imagerie médicale dans le cloud. Voilà, Treasure Data en quelques lignes, c'est une entreprise américaine basée au niveau de la vallée, mais qui travaille surtout sur les données au niveau de B2B. Et l'entreprise, en fait, s'est construite autour des enthousiastes de l'open source. Donc, tout ce que vous voyez ici comme Fluentd et Mbulk, c'est des produits de certains des membres de Treasure Data. Fluentd, par exemple, ça nous permet de collecter les données et de les unifier pour utilisation immédiate, donc au niveau de la mémoire directement. Mbulk permet aussi, à partir des plugins, de collecter les données des clients. Ça veut dire, nous, nos clients sont des entreprises qui ont déjà leur propre plateforme. Ça peut être plateforme e-commerce, ça peut être plateforme de réseaux sociaux. Et avec nos API, ils peuvent collecter les données sur les clients. Et nous avons une plateforme
CDP qui donne 360 degrés sur vraiment tout ce que les clients font sur leur application. Et donc, nous faisons le traitement et nous leur retournons. Message Pack, c'est quelqu'un aussi c'est l'un des fondateurs qui avait créé cela pour permettre, surtout quand on a des données qui doivent être traitées dans l'immédiat, il faut les rendre un peu plus légers pour permettre vraiment de faire le transfert entre les différents systèmes. PlasmaDB, qui est aussi un de nos produits, qui est utilisé, la plupart d'entre eux sont déjà open source, qui est utilisé et actuellement qui atteint plus de 50 milliards d'entrées de données par jour. Donc, nous avons parmi les clients qui utilisent nos services, surtout au Japon ici, où nous avons plus de 90% de part de marché, mais aussi aux États-Unis comme Wish, ou bien FCA, Fiat, Chrysler Automobile et beaucoup d'autres. Alors, aujourd'hui, je vais, apparemment, l'écran un peu, je vais m'entretenir sur ces 4 différents points. D'abord, parler des ressources quand on veut faire le traitement du big data et prendre 3 différents cas sur des applications, par exemple les DAG, comment manager les ressources qui sont géographiquement distribuées et aussi les ressources aux enchères. Alors, généralement, quand on parle du cloud, ça ressemble peut-être à un éléphant où chacun peut toucher une partie et se faire une opinion là-dessus. Mais de manière simple, il faut voir, surtout du point de vue des entreprises, c'est utiliser uniquement ce dont vous avez besoin et payer uniquement que ce que vous avez. Voilà, utiliser. Donc, il va sans dire que si vous voulez utiliser uniquement ce que vous avez payé uniquement ce que vous avez utilisé, en termes d'allocation, comment vous allez allouer les ressources, c'est une question. Comment vous allez les mesurer? Et aussi, une fois que vous arrivez à acquérir les ressources, comment vous allez les administrer? Et ces 3 points viennent aussi avec des contraintes au niveau du coût, au niveau de la capacité et au niveau de la volatilité. Le coût, c'est un peu plus direct et facile à comprendre. Comment mesurer? Il y a beaucoup de... les capacités sont en tout cas variées selon que vous avez vous voulez optimiser sur le plan de la mémoire ou bien sur le plan du processeur ou même sur le réseau. Donc, il y a un certain nombre de configurations à prendre en compte. Administrer, comment vous voulez avoir les ressources, vous voulez les avoir pour une longue période ou bien pour une courte durée, ainsi de suite. Donc, en tant que client qui utilise les ressources cloud pour exécuter vos tâches Big Data, vous allez être confronté à ces différents problèmes. Donc, comment se passent les modèles? Les modèles, on peut les diviser sur 3 grands volets. Le premier volet, c'est l'acquisition. Donc, comme je viens de mentionner, c'est des ressources réservées pour une période fixe, généralement longue, 3 ans ou plus. Des ressources à la demande, souvent à court terme, avec une certaine granularité qui peut descendre à 30 minutes ou à 20 minutes à 10 minutes, généralement 1 heure. Et les ressources aux enchères qui ne vous donnent pas de garantie quant à la disponibilité, mais qui vient avec un prix vraiment très discount. Donc, en termes de capacité, si on veut vraiment généraliser comme un t-shirt, on va avoir les différentes tailles avec les prix qui vont avec. Et avec la volatilité qui revient sur l'acquisition, parce qu'au moment de l'acquisition, vous devez décider de la volatilité, longue durée, par heure ou bien les enchères. Au niveau des acteurs, il y a bien entendu les fournisseurs de services cloud. Leur rôle, c'est fournir les ressources. Et comme contrainte, ils doivent gérer efficacement les ressources, les ressources physiques, puisque leur coût d'opération
résulte de cela. Pour les brokers ou en tout cas ceux qui sont au milieu, les middlemen, eux, ils acquièrent les ressources, ils les mettent en pool et ils les revendent aux utilisateurs. Donc, à leur niveau, ils doivent assurer la qualité du service pour les utilisateurs finaux. Et les utilisateurs finaux, ils peuvent louer soit avec les brokers ou bien avec le fournisseur directement, mais ils doivent aussi s'assurer que, en tout cas, le fournisseur garantisse l'accord de niveau de service. Maintenant, allons sur comment on exécute le big data au niveau du cloud. Généralement, il y a deux types de schedulers. Le premier, c'est au niveau de l'utilisateur qui exprime le besoin en termes de ressources, et à l'intérieur au niveau du fournisseur, il y a un autre scheduler qui va mettre les ressources à la disposition de l'utilisateur. Et enfin, l'utilisateur doit faire un certain mapping entre les tâches à exécuter et les machines disponibles. Pourquoi c'est très important? Si nous prenons par exemple au niveau des entreprises, nous savons que la demande fluctue au cours de la journée ou bien au cours de l'année selon les saisons. Donc, si nous réservons une certaine capacité fixe, soit nous sommes en train de perdre un revenu si nous ne sommes pas capables de suivre la fluctuation, ou bien nous avons de temps en temps la demande en termes de traitement qui dépasse la capacité, et donc le système va continuer à perdre le revenu à un certain moment, mais aussi les clients aussi vont diminuer au fur et à mesure selon qu'ils sont satisfaits ou pas, pour en tout cas aller avec la capacité dont vous avez. Donc, on se retrouve à une situation où soit on est en train de perdre un revenu ou bien on est en train de perdre les clients. Oui, Moïse, tu peux couper ta vidéo. Voilà, là, ce sera plus simple. Voilà, ok, merci. Ok, merci. Ok, donc prenons le premier cas. Le premier cas, c'est sur les applications qui se subdivisent en termes de graphes. Généralement, elles se présentent comme si il y a une tâche qui vient en entrée, et même si ça n'existe pas, nous, on va créer une tâche en entrée. Et cette tâche va peut-être s'occuper de voir tout l'environnement qui s'y trouve, voir les métadonnées qui s'y trouvent, et faire un mapping et commencer à distribuer les tâches de l'application pour permettre d'avancer dans l'exécution. Dans le premier cas, par exemple, dans la prédiction, généralement, si vous avez une plateforme d'e-commerce qui est géographiquement distribuée et que vous voulez, par exemple, revoir comment ajuster les prix, généralement, il faut faire les différentes analyses dans les différents pays et puis faire une agrégation à la fin. Donc ça forme un DAG. Deuxièmement, les plateformes même commencent à subdiviser les tâches comme des DAG. C'est le cas, par exemple, de Airflow, c'est le cas de DigDAG, qui sont des engins de planification de tâches Big Data. Et enfin, c'est l'écosystème même, par exemple, de Hadoop, qui propose que les tâches soient subdivisées et distribuées sur des commodités, sur des ordinateurs vraiment commodes. Les DAG, c'est des applications, en tout cas au niveau du traitement de Big Data, c'est des applications qui sont largement utilisées. Et 50% par exemple de la charge de travail au niveau des data centers de Google, ce sont des DAG. Et donc la planification des DAG aussi demande à ce qu'il y ait un certain nombre à ce qu'on ait un regard sur un certain nombre de contraintes. Il y a les dépendances entre les tâches,
souvent une tâche doit finir avant que le successeur puisse commencer. Et aussi, souvent, pour que le successeur puisse commencer, il faut que les données de la tâche mère puissent être transférées au niveau de la tâche fille. Donc, il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte. Il y a la communication. Souvent, il doit y avoir communication entre les différents serveurs qui font le traitement. Et enfin, il y a le tout qui doit être accompli dans un certain délai. Donc, si on prend par exemple le problème et qu'on essaie de prendre un exemple simple, en entrée, on aura l'application qui vient sous la forme de DAG et on doit décider du nombre de ressources et leur capacité. Et enfin, l'objectif même, c'est de minimiser le coût. Donc, si vous voyez à partir de votre gauche, vous allez trouver par exemple une famille de machines. On a juste utilisé le modèle le plus courant qui est le modèle de Amazon, qui nomme les serveurs par rapport à un certain nombre de tailles. Et on peut avoir, à partir du profiling, savoir chaque tâche va prendre combien de temps en termes d'exécution. Souvent, ce n'est pas précis, mais comme c'est des applications qu'on fait tourner continuellement, on peut arriver à avoir ces données. Donc, avec cela, nous pouvons déjà tracer pour chaque type de tâche quelle est la machine la mieux indiquée pour exécuter. On prend par exemple un exemple ici sur l'application précédente. Si on essaie, on peut essayer de voir qu'il y a déjà deux grands cas. Le premier cas, on se dit, on prend une seule machine et puis voilà, on ne se fatigue pas, on lance le tour. Non seulement ça va prendre plus de temps, mais aussi le coût risque d'être très élevé. Deuxièmement, on peut penser au degré de parallélisme. Combien de machines faudrait-il pour, en tout cas, avoir un degré très élevé où les tâches peuvent être exécutées en parallèle sans violation, bien sûr, des dépendances. Et là aussi, ce n'est pas évident parce que le plus souvent, ça peut finir plus rapidement, mais le coût sera très élevé. Ou aussi, on peut penser entre performance et coût, et en ce moment, on doit avoir un algorithme qui nous permet de faire cela. Donc, l'approche que nous utilisons dans un premier temps, c'est de décider le nombre de machines virtuelles. Deuxièmement, sélectionner la taille de chaque machine virtuelle et décider l'ordre d'exécution et maintenant optimiser. Donc, je vais parcourir ces 4 étapes très rapidement. Donc, décider le nombre de machines virtuelles. Donc, le but ici, c'est de trouver le nombre optimal de machines virtuelles pour former le cluster. Et la stratégie, c'est de limiter vraiment le nombre de machines au degré de parallélisme possible. Donc, on commence à partir d'une machine jusqu'au maximum de degrés de parallélisme. Et l'objectif, c'est vraiment de limiter le nombre de machines au strict nécessaire. La deuxième étape consiste à décider maintenant la taille de chaque machine. Donc, on veut décider la taille de chaque machine si on a besoin de K comme nombre de machines virtuelles. On veut décider la taille de chaque machine. Et la stratégie ici, c'est de pondérer selon la taille de la machine et le coût pour faire le rapport performance-coût. Donc, si par exemple, vous voyez au niveau de coût ici, la plus petite machine qui fait 6 centimes jusqu'à la plus grande qui fait 48 centimes, si vous multipliez par le nombre d'heures que chaque tâche va prendre, vous pouvez avoir à peu près le coût. Et en ce moment, vous pouvez voir pour chaque tâche, c'est quelle machine qui est mieux indiquée pour exécuter la tâche. Donc, si vous voyez ça en ces termes-là, vous pouvez déjà calculer la préférence. Donc, selon le nombre d'heures que l'application va faire sur toutes les machines. Troisièmement, on va décider l'ordre d'exécution.
Et lors de l'exécution, on commence à placer d'abord les tâches sur leurs préférences, de telle sorte que le coût soit vraiment minimisé. Et donc, pour ce faire, on les aligne par préférence, et niveau par niveau. Et puis après, on enlève les niveaux pour enlever les dépendances et voir si on peut déplacer les tâches sans violer la dépendance et sans augmenter aussi le coût. Et à la fin, c'est l'exécution qui sort. Et une fois qu'on a l'exécution, on se dit qu'étant donné, si on a des tâches qui sont répétitives, on peut utiliser le même algorithme pour exécuter ces tâches et s'assurer qu'on paie le moindre coût. Donc, ça se présente comme si, je ne sais pas si l'animation va suivre, mais si vous regardez, si niveau par niveau, vous pouvez voir que, par exemple, le premier niveau qui est en rouge, on les place sur leurs préférences. Deuxième niveau, par exemple, qui est en vert, on les place sur leurs préférences. Cependant, vous voyez qu'il y a du temps mort entre les serveurs. Alors que les temps morts sont toujours payés parce que la machine tourne toujours, même s'il n'y a pas de tâche. Donc, on va essayer maintenant d'enlever les temps morts pour pouvoir réduire le temps d'exécution et réduire le coût. Comment nous le faisons? Dans un premier temps, comme nous avons déjà fait niveau par niveau, on enlève cette barrière de niveau et on regarde. Par exemple, la tâche numéro 2, et une fois qu'elle est finie, la tâche numéro 7 peut commencer. Donc, on regarde, est-ce qu'on peut transférer cette tâche-là à une autre machine pour réduire non seulement, en utilisant les temps morts, pour réduire non seulement les délais d'exécution, mais aussi sans impacter le coût. Donc, comme la tâche 7 peut commencer après la tâche 2, donc on peut utiliser ce temps mort-là en faisant. Il n'y a pas de dépendance entre la tâche 5 et puis la tâche 7. Donc, ça ne viole pas la dépendance. Ensuite, on regarde pour la tâche numéro 6. La tâche numéro 6, on peut migrer la tâche numéro 6 parce que la tâche numéro 6, une fois que la tâche numéro 2 est finie, la tâche numéro 6 peut commencer. Alors qu'au niveau du deuxième serveur qui est large, il y a du temps mort. Donc, on peut déplacer cette tâche à ce niveau. Maintenant, si on doit déplacer cette tâche à ce niveau, vous allez trouver que le temps d'exécution va changer. Au lieu que ça soit 4, ça va devenir 8 heures. Voilà. Mais cependant, ça ne viole pas non seulement la dépendance, mais non plus le coût. Donc, c'est ainsi que nous optimisons nos algorithmes jusqu'à ce que nous ayons quelque chose de consistant et nous utilisons continuellement selon que les données soient du même domaine, mais aussi de la même, à peu près, mais de la même quantité, parce que ça va avec le volume de données qu'on traite. Le deuxième cas, c'est le cas des data centers qui sont géographiquement distribués. Alors aujourd'hui, les applications grandissent jusqu'à dépasser même une certaine territorialité. De ce fait, les clients se trouvent à l'autre bout du monde. On ne peut pas rester dans un même data center, par exemple aux États-Unis, et puis servir les clients qui sont au Japon. Il y aura un problème d'attente, il y aura un problème de disponibilité. Et pour ce faire, les entreprises ont commencé à créer leurs data centers qui sont géographiquement distribués et qui permettent aussi aux usagers du cloud de ne pas être vraiment conditionnés dans un certain type de technologie qui les rend indispensables à cette même entreprise, le vendor locking. Et comme vous savez, la demande de traitement continue d'augmenter parce que tout simplement, les unités de stockage sont devenues moins chères. Personne ne veut supprimer les données puisqu'on sait que les données peuvent être utilisées ultérieurement. Et aussi, nous avons des applications qui collectent les données et qui les stockent dans les data centers les plus proches par convivialité. Donc, quand on veut traiter ces données, il est devenu presque impossible de les transférer tous dans un même data center pour les traiter et puis redistribuer. Donc, il faut maintenant qu'on essaie de voir avec la localité des données
et aussi voir ce qui peut être transféré. À ce niveau, il y a aussi la loi qui pose ces conditions. Par exemple, on ne peut pas transférer un certain nombre de données entre les États-Unis et puis le Japon. C'est pareil dans l'Union européenne, ainsi de suite. Donc, il faut faire attention à ces cas-là, exclure ces cas, mais tout ce qui peut être vraiment traité dans la localité puisse être traité dans la localité, et tout ce qui peut être transféré puisse être utilisé à bon escient pour réduire le coût. Donc, ça se présente comme si nous avons un ensemble de data centers qui sont à notre disposition, et nous avons les métadonnées qui contiennent les réplicas que nous avons dans les différentes localités, et nous connaissons la bande passante entre ces data centers. Donc, très facilement, nous pouvons voir comment exécuter les tâches de manière à réduire le coût. Donc, un exemple simple, ça se présente comme suit. Nous avons 3 data centers et on a par exemple la bande passante entre les différents data centers. Et si c'est en interne, on suppose que c'est infini et que voilà, on n'a pas à considérer le temps de transfert. Mais si c'est d'un data center à un autre, il faudra qu'on le fasse. Donc, dans ce cas, si on a les métadata qui contiennent la localité et puis les données, les réplicas, nous pouvons faire planifier l'exécution de telle sorte à ce que nous réduisons le coût de cette manière. Donc, de la même manière que l'exemple précédent, si on planifie les tâches exactement là où l'emplacement initial se trouve, ça peut nous prendre 5 fois, par exemple 5 heures. Et si on décide d'utiliser les réplicas, on peut réduire déjà les coûts, mais si on peut aussi transférer un certain nombre de données sous condition de validité comme GDPR ou ainsi de suite, on peut réduire également le temps et par conséquent les coûts. Donc l'approche se fait comme si, donc nous décidons d'abord l'emplacement des tâches, nous décidons l'accès aux données. Ça veut dire, si nous plaçons une tâche, par exemple, sur Tokyo, où on doit avoir accès aux données. Est-ce que c'est en Europe, c'est aux États-Unis, c'est sur place, ainsi de suite. Voilà. Donc, le modèle se présente comme suit, et je vais juste aller directement expliquer la solution. Donc, nous voulons minimiser le temps total sous la condition que nous décidons dans l'emplacement de chaque tâche. Et le temps d'exécution de la tâche, c'est le volume de données divisé par la capacité que nous avons dans ce data center. Et aussi, le temps de transfert des données entre les deux data centers. Si ça se trouve que c'est dans le même data center, c'est 0. Donc, le tout doit être minimisé au niveau de TS. Cette condition, la deuxième condition, s'assure que chaque tâche s'exécute tout au plus une seule fois. Et celle-là aussi vérifie que si on décide de transférer les données d'un data center, il se trouve que la donnée puisse être, n'est pas sous, en tout cas, la législation, et que la donnée existe, voilà, dans ce data center. Donc, c'est avec cela que nous utilisons pour optimiser, essayer de voir comment nous pouvons non seulement ne pas violer la législation, mais aussi arriver à réduire les coûts. Donc, il y a des justifications sur ce modèle. C'est très simple à voir. En termes de localité, si on doit décider où exécuter une tâche, si on doit faire un transfert, on préfère transférer les petites tâches, et les grandes tâches, on les exécute là où voilà, les données se trouvent. Deuxièmement, on équilibre les données. Si les tâches, pardon, si on a une tâche, par exemple en jaune, qui peut être subdivisée de manière équitable, donc on le fait. Si ce n'est pas possible, on essaie d'équilibrer entre les data centers. Donc, on peut migrer, par exemple, la tâche qui prend 10 heures au niveau de la tâche qui prend 4 heures pour que le total soit équilibré. Donc, c'est ce que l'algorithme fait en tant que tel.
Enfin, c'est les ressources aux enchères. Les ressources aux enchères, c'est juste des ressources qui sont, que le fournisseur n'arrive pas à écouler et qui essaie de mettre ça aux enchères. Et chacun décide voilà, de l'offre qu'il veut faire. Et en fonction du prix du marché, le fournisseur vous accorde la ressource ou pas. C'est vraiment à prix discount. Ça veut dire que c'est jusqu'à 80% du coût normal. Cependant, il n'y a pas de garantie de disponibilité. Une fois que le prix du marché dépasse votre offre, on retire votre ressource. Donc, ça se passe comme suit. C'est Amazon qui a été le premier à proposer cela, mais aujourd'hui, tous les fournisseurs, que ce soit Google, que ce soit Rackspace, tous les fournisseurs ont ce modèle-là. Donc, vous placez une offre et ils évaluent. Si l'offre est supérieure au prix du marché, donc on lance votre VM et vous payez le prix du marché. Et vous attendez le deuxième cycle, c'est par heure, pour faire placer votre offre. Par contre, si votre offre est inférieure au prix du marché, il y a deux conditions. Est-ce que vous avez à votre possession une machine virtuelle? Si oui, donc la machine virtuelle sera terminée. Sinon, bon, il n'y a pas d'effet puisque de toute façon, vous n'avez pas de truc. Et puis, vous pouvez recommencer. Maintenant, si vous regardez par exemple comment on peut optimiser à ce niveau, c'est selon votre offre. Si vous placez 3 centimes, vous allez trouver que les 3 premières heures, vous avez la disponibilité. Ensuite, vous n'avez pas de disponibilité. Les 3 prochaines heures, vous avez la disponibilité. Et après, vous n'avez pas la disponibilité. Donc, c'est un peu comme ça. Une fois que vous n'avez pas de disponibilité, votre machine est éteinte. Donc, pour une tâche qui va prendre 12 heures et que, par exemple, on vous autorise à prendre 20 heures pour exécuter une tâche de 12 heures, vous avez une marge de 8 heures, vous pouvez jouer avec cela pour avoir quelque chose. Si vous augmentez votre offre à 4%, vous allez trouver que voilà, la disponibilité monte jusqu'à 18 heures, donc vous pouvez facilement finir votre application. Quelqu'un me dira, mais pourquoi je ne mets pas au prix maximum? Vous mettez au prix maximum, vous allez payer plus cher. Parce que quand vous regardez, une fois que ça monte, vous payez le prix du marché. Par contre, vous n'avez pas besoin de payer jusqu'à 5 centimes. Vous avez juste besoin de payer 3 centimes ou 27 centimes pour pouvoir finir vos tâches. Donc, c'est pour cela que ce n'est pas pratique de juste donner comme offre le prix maximal. Donc, comme définition, ça se passe comme si, une fois que votre offre est en deçà du prix du marché, vous avez, si vous n'avez pas, donc, mais comme nous avons des contraintes avec nos clients, une fois que nous voyons qu'il y aura violation de ces contraintes-là, nous changeons et nous prenons une machine voilà, qui sera stable pendant le reste de l'exécution. Donc, ce n'est pas toute application qu'on peut exécuter là-dessus. Il faut avoir d'abord un mécanisme de tolérance à la panne. Ça veut dire que vous pouvez partiellement traiter les données, attendre et puis recommencer à l'état où vous êtes arrêté avant de continuer. Si vous ne pouvez pas faire cela, ce n'est pas possible d'utiliser ce système. Voilà. Donc, quand on regarde le système, on peut voir le système vraiment comme une variable aléatoire, le coût du marché, puisque nous ne savons même pas comment le fournisseur fixe ce prix. Le fournisseur nous dit seulement que c'est en tout cas entre l'offre et puis la demande, mais nous n'avons pas connaissance de l'algorithme qui décide le prix. Donc, nous devons seulement utiliser que les données du passé pour pouvoir prédire, pour faire les trucs. Et l'algorithme qu'on a trouvé pour faire cela se présente comme suit. Voilà. Donc, nous pensons qu'à l'instant T, on peut avoir le prix du marché. Nous devons prédire le prix du marché à l'instant T plus 1. Et si nous avons la machine, ça veut dire que l'instant c'est à 1. Si nous n'avons pas la machine, c'est 0. Si nous avons la machine et que nous devons redémarrer la machine, nous devons calculer avec le temps de redémarrage. Et si à la fin de la session, nous devons fermer, nous devons aussi diminuer et en fait enlever le temps de checkpoint.
Et donc, si on essaie de résoudre récursivement, on va se retrouver qu'on a juste besoin de l'instant T et puis le prix du marché passé, de l'heure passée, et puis le temps qu'il nous faut et notre offre. Donc, avec cela, on peut résoudre cette équation et puis trouver le montant statique pour faire notre offre et s'assurer que nous serons dans les délais. Mais on a une garde-fou, comme j'ai dit, une fois que le délai s'approche, on essaie de balancer toute l'application sur des instances dédiées. Voilà, des considérations. Actuellement, les considérations sont quoi? C'est le downtime. Quand, au niveau du fournisseur, le service est out. Deuxièmement, c'est le vendor locking. Si on commence avec un seul fournisseur, est-ce qu'on peut migrer vers un autre fournisseur sans avoir de problème? Troisièmement, est-ce qu'on peut vraiment se fier sur le fournisseur? Et quatrièmement, c'est la compétition entre les prix. Souvent, il y a un avantage de ce côté, mais de l'autre côté, il n'y a pas un avantage. Donc, on essaie de jongler entre les deux. Et le dernier point, c'est la souveraineté des données. Comme nous travaillons sur les données des clients, nous sommes confrontés à cela à tout moment et les audits ne sont même pas prévisibles. Voilà, donc en conclusion, voilà, le cloud continue vraiment de croître avec une variété de ressources et de modèles économiques qui permettent en toute application, voilà, toutes sortes d'applications d'être exécutées sur le cloud. Le modèle, on a remarqué le modèle traditionnel de traitement de l'information ne peut pas vraiment garantir le coût. Donc, il faut que l'acquisition et en tout cas les ressources, l'acquisition des ressources fasse partie du processus de planification dans l'exécution du big data dans le cloud. Et quelqu'un l'a si bien dit, le cloud n'est bon marché que si vous savez comment vous en servir. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Et si vous avez des questions, je pense qu'on a débordé de 2 minutes. Je pourrais vraiment revenir sur les différents points. Ok, merci beaucoup, Kongolbo. Donc, on va passer à la phase des questions. Il y a les questions, il y en a. La montre que oui, il y en a. Éléments Okay. que tu as présenté. Donc, tu as quelqu'un qui se soucie vraiment pour toi. Il demande d'abord si ce n'est pas préjudiciable le fait de donner ces informations au public. Si les informations que tu donnes au public, ce n'est pas préjudiciable à ton entreprise, quoi. Non, c'est des recherches qu'on a faites et puis de toute façon, nous sommes vraiment open source et donc la plupart de nos trucs sont open. Mais ces articles, j'ai les articles qui sont déjà en ligne, donc voilà, n'importe qui peut les télécharger et puis lire. D'accord, d'accord. Et maintenant, la même personne, il s'agit de Alain, il demande si avec le cloud, la puissance de calcul n'est plus limitée. Oui, le cloud donne l'illusion de l'illimité, mais l'illimité, ça n'existe toujours pas. C'est quelqu'un a dit que le cloud, c'est utiliser l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ouais. On va vous donner l'illusion que ce n'est pas limité, mais c'est toujours limité quelque part. Nous avons, par exemple, on a eu un cas ici au Japon où AWS ne pouvait pas, Amazon ne pouvait pas nous donner les instances dont nous avons besoin. Voilà. Parce que si vous avez par exemple une base de données qui peut prendre 50 milliards de données dans le mois, vous n'allez pas pouvoir utiliser n'importe quelle machine pour pouvoir faire le traitement. Et ils n'ont pas tous les types de machines dans les différents data centers. Donc, ce n'est pas vraiment limité. OK. Il y a Noël Bado qui demande si on peut augmenter la capacité d'une machine est déjà en train d'exécuter une tâche. Oui, à chaud, on peut augmenter la capacité. Bon, il y a un ralentissement, mais que vous, en tant qu'utilisateur, vous n'allez pas voir. Ah, okay. Cependant, ça va aussi avec le modèle économique choisi. Si vous avez choisi à longue durée, il y aura des coûts, il y aura des incidents sur le coût. Maintenant, comme on est dans un contexte où on parle toujours de green, d'économie d'énergie,
hein, en tenant compte bien sûr du réchauffement climatique et autres. Il y a Ghislain qui demande si les différents algos tiennent compte des dépenses énergétiques. Oui, en fait, les algos que j'ai présentés ici, c'est côté client. Euh, c'est une très belle question. Ça revient le plus souvent. Quand vous avez, Mhm, si nous faisons nos algorithmes côté fournisseur, nous allons mhm, nous préoccuper de l'énergie. Mais si nous mhm, sommes clients, mhm, et voilà, excusez-moi le terme, mais on se dit, ça c'est la responsabilité du fournisseur. Moi, je vais minimiser mes coûts. ouais, ouais. Voilà. Donc, voilà, on ne se préoccupe même pas de cela. On veut minimiser nos coûts seulement sans tenir compte de trucs. Parce que nous n'utilisons que la couche virtuelle. Donc, effectivement, sur les machines physiques, c'est le fournisseur qui devra maintenant s'assurer qu'il peut faire balancer les différentes instances pour permettre de réduire le coût énergétique. Ah, ok, ok. Et maintenant, il y a Alain qui demande ce que dit le droit Mhm. euh, sur les données clients. Bien sûr, il y a des données que vous récupérez, que vous utilisez. Il demande ce que dit le Oui. droit par rapport à ces données que vous avez en charge de gérer. Oui, je pense que c'est là où les différentes territorialités ou législations n'arrivent pas à s'entendre. Si vous regardez par exemple le GDPR en Europe, il y a le GDPR, mais même à l'intérieur, bon, avant que l'Angleterre ne quitte, l'Angleterre avait sa propre loi sur la protection des données à caractère personnel. Ici au Japon, on a la même chose. Il y a Mhm, le Customer Act et Protection Act qui mhm, protège les données à caractère personnel. Nous sommes aussi sous le coup de CFIUS puisque si le fondateur est japonais, il a créé aux États-Unis, c'est l'investissement étranger et toutes les entreprises à investissement étranger sont sous le coup de cette loi sur la protection des trucs. Rassurez-vous, ça veut dire que nous ne pouvons pas collecter les données sans le consentement de nos utilisateurs, mhm. mais aussi nous, nos utilisateurs, nous leur demandons de garantir cela à leurs utilisateurs. Comme je vous ai dit, nous sommes dans le B2B. Donc, nous n'avons Mhm. pas accès directement aux clients, mais nos clients ont des clients. D'accord. On va prendre une dernière question parce que la prochaine présentatrice est assez pressée de partir. Mais ce qu'on va faire après, on va recueillir toutes les questions et vous les envoyer. Et maintenant, si OK, vous pouvez nous donner une réponse, on va mettre ça offline quoi, pour que les gens puissent regarder les réponses après. il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, je prends une dernière question comme ça et de Amak Dieudonné. Il demande comment mesurer les ressources cloud. Y a-t-il des applications qui permettent de le faire? Comment mesurer là, je ne sais pas c'est quelle partie je veux mesurer, mais si c'est les capacités, Mhm, euh, c'est vraiment transparent. C'est des trucs que nous pouvons, avec des outils, mesurer, que mhm, ce soit le débit, que ce soit la capacité du processeur. Il y a beaucoup d'outils qui sont souvent open source même, qui peuvent donner mhm, en temps réel l'évolution des trucs. Nous avons un truc BI Datadog. Une fois que vous mhm. mettez les configurations, ça vous donne ça en temps réel. C'est indépendant même de ce que le fournisseur vous dit comme données. Donc, nous pouvons faire un monitoring de cela aussi. Donc, je ne sais pas si sa question, c'est sur comment monitorer et puis savoir que ce que voilà, le fournisseur dit est chose. Sinon, si c'est en termes de coût, c'est transparent, c'est sur les sites de fournisseurs. Telle ressource coûte tant de francs par heure. Et puis voilà. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, Allô? je vous entends. Voilà, j'ai dit, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis après, OK, on il va t'envoyer les questions après. Et n'y a pas puis, de problème. passer la parole à Hmm. Ghislain pour annoncer la deuxième présentatrice. Merci Donc, beaucoup, Maurice. merci. Merci. Si c'est possible d'avoir Merci. des liens pour mettre dans le site, pour que les étudiants puissent, voilà, peut-être aussi revenir pour d'autres questions, ce serait super. Merci déjà pour ton Il n'y a temps. pas de problème.
Oh. Alors, on va passer. Alors, donc, la prochaine présentatrice, elle a une réunion d'urgence. Le travail continue, mais elle tient quand même à être là et à dire que, voilà, nous présenter ce qu'elle a préparé pour nous. Christiane Kandem, elle est senior data scientist, business data analyst à Total, marketing and services. Donc, elle va nous parler un peu de. Attendez, il faut déjà que j'arrête. Je vais arrêter là. Elle m'a dit d'arrêter d'enregistrer parce qu'elle a des données sensibles. Donc, je le fais avant qu'il